Zone Europe sur Sensation. Bonsoir et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Strasbourg et réalisée en association avec TV78. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. L'eurodéputée Caroline Roux sera notre invitée. Nous évoquerons avec elle la situation en Haïti, l'un des pays les plus pauvres du monde. La GPA, la gestation pour autrui, est interdite en France, mais ailleurs, dans 3 pays d'Europe, elle est autorisée et encadrée. Nous verrons comment ça se passe chez nos voisins. Mais tout de suite, ce jour-là, le 16 février 2001, la signature du traité de Nice. Plus de détails avec Alberto Bellivaca, chargé de mission Europe Direct Seine-et-Marne. Zone Europe, ce jour-là. Le 26 février 2001, les ministres des Affaires étrangères des différents États membres signent un traité qui est sûrement très mal connu par les citoyens européens au vu de sa complexité. En effet, il a été élaboré pour réformer les institutions avant le grand élargissement de 2004, et donc pour en assurer le bon fonctionnement face à cette transformation majeure de l'Union européenne. 3 grands axes principaux ont été développés lors de la mise au point de ce traité, préalable à l'intégration européenne des pays issus de l'ancien bloc soviétique. Ces 3 axes comprennent la composition et le fonctionnement des institutions européennes, la procédure décisionnelle au sein du Conseil de l'Union européenne et les coopérations renforcées. Le traité a été ratifié ensuite par les États membres par voie parlementaire ou par référendum. Le traité de Nice est entré en vigueur le 1er février 2003. Concernant la réforme des institutions, le traité de Nice a renforcé le rôle du Parlement. La procédure de codécision, appelée aujourd'hui procédure législative ordinaire partagée par le Conseil, s'étend à des nouvelles dispositions, comme la lutte contre les discriminations, la cohésion économique et sociale, les questions concernant les visas, l'asile et l'immigration. Il régit aussi le financement des partis politiques européens et le nombre maximal de sièges qui passe à 732. Par ce traité, on définit aussi la question délicate des modalités de vote au sein du Conseil, l'unanimité et la majorité qualifiée. La prise de décision par majorité qualifiée a été étendue à 27 domaines supplémentaires, notamment agriculture, environnement, énergie et transport. Ce système de pondération en fonction de la population existait déjà, mais le traité réévalue le poids de chaque pays, auquel un nombre différent de voix sont attribuées en fonction de sa taille. Avant la réforme du traité de Lisbonne, ce traité disposait que, pour qu'une décision soit approuvée, 255 voix sur 345 pour 27 pays membres doivent être recueillies. Dans certains cas, un État membre peut faire valoir la clause démographique et donc demander de vérifier que la majorité obtenue corresponde à au moins 62% de la population européenne. Après cette demande, si la proportion n'est pas atteinte, l'acte n'est pas adopté. Une autre réforme majeure concerne l'assouplissement des règles sur la coopération renforcée. Sa mise en œuvre est donc facilitée. 8 pays minimum ont le droit de coopérer de manière plus étroite que les autres pour défendre une position commune sur des domaines importants comme la politique étrangère commune. À cette étape, je vous concède que les rouages de l'UE peuvent être un peu complexes, mais il faut aussi mettre en place les modalités opportunes pour faire vivre la démocratie, l'une des valeurs fondamentales en Europe. Zone Europe, l'invité politique. Je reçois Caroline Roux, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes eurodéputée, membre du groupe Les Verts Alliance Libre Européenne. Alors ensemble nous allons évoquer la crise politique qui a lieu actuellement en Haïti, l'un des pays les plus pauvres du monde. Alors si on prend l'histoire récente, Haïti a été durement touché par un sanglant coup d'État dans les années 90. En 2010, c'est un séisme qui a fait plus de 220 000 morts, 300 000 blessés. Et en juillet 2021, le président de la République d'Haïti a été assassiné. Alors c'est un pays qui est meurtri actuellement, marqué par une forte instabilité, qu'elle soit politique ou sanitaire. Peut-être avant d'aller plus loin, est-ce qu'on pourrait planter le décor, comme on dit? Qu'est-ce qui explique une telle situation dans ce pays? Alors, comme vous l'avez dit, c'est un des pays les plus pauvres au monde. On a eu un certain nombre d'épisodes, en effet, au niveau de ce pays. C'est un pays déjà qui a des problèmes au niveau climat, puisqu'il y a des phénomènes climatiques importants, il y a un réchauffement climatique aussi, et puis il y a la situation politique qui est vraiment problématique dans le pays, puisque on parle beaucoup d'humanitaire, mais on a un problème politique au niveau du pays, avec énormément de corruption. Il y a énormément de choses qui se sont passées, l'assassinat du président Moïse.
On a signé une résolution d'urgence avant cet assassinat, puisque en mai l'année dernière, on a signé une résolution d'urgence sur Haïti en dénonçant tous les problèmes qu'il y avait sur Haïti. Suite à tout ça, il y a eu ce qui s'est passé, l'assassinat du président Moïse, et ensuite il y a eu un tremblement de terre. Donc ce sont énormément de circonstances qui ont fait que le pays aujourd'hui est dans le chaos. Comment on explique ce chaos? Ce pays, Haïti, est sur la même île que la République dominicaine. La République dominicaine est un pays plutôt prospère, il y a du tourisme, et on passe la frontière. Et là, c'est le chaos, vous le dites. Comment est-ce qu'on explique ça? En effet, les deux pays ont des similarités, puisqu'ils ont connu tous les deux la colonisation, ils ont connu tous les deux une dictature, mais ils ont pris des chemins différents qui ont fait que Haïti est un pays qui est totalement corrompu. Donc la République dominicaine a sorti, je dirais, son épingle du jeu par rapport à Haïti. On a cette corruption qui est omniprésente en Haïti, qui a fait que le pays n'a pas pris le même axe que la République dominicaine. Justement, vous avez eu l'occasion d'en parler dans un webinaire il n'y a pas très longtemps. Vous avez parlé de l'accès aux services de base, aux soins, la scolarité, qui est parfois impossible pour une partie de la population. Il y a une situation qui vous préoccupe particulièrement, c'est la situation des femmes dans ce pays. En effet, la situation des femmes, elle est très préoccupante. D'ailleurs, j'avais signé une tribune avec d'autres collègues femmes au Parlement européen. Quand on voit les gangs qui se sont installés, quand on voit les violences faites aux femmes, les viols qui sont faits en toute impunité, des viols collectifs sur les femmes, quand on voit ce qui se passe au niveau des filles qui ne peuvent plus aller à l'école aujourd'hui et qui sont confrontées à ces viols, elles aussi, la situation est vraiment très très préoccupante au niveau des femmes et des filles dans le pays. Il y a cette situation qui est préoccupante, mais il y a encore récemment un Médecins sans frontières, une ONG qui a suspendu ses activités dans un des quartiers pauvres de la capitale, Port-au-Prince, sans le travail des humanitaires. Le pays, est-ce qu'il ne risque pas de s'enfoncer encore plus? Est-ce qu'on n'est pas en train de délaisser ce pays? Mais oui, forcément. Le problème, c'est qu'il n'y avait que Médecins sans frontières qui étaient encore sur le pays. Malheureusement, la situation en Haïti, elle est catastrophique au niveau des gangs armés et les ONG ne travaillent pas en toute sérénité. Et cette ONG... On parle d'une hausse de 58% des kidnappings en Haïti quand même. Oui, c'est ça. Il y avait, à un moment donné, on a dénoncé 5 kidnappings par jour, ce qui est quand même une situation aberrante, et les ONG ne peuvent pas travailler dans des situations normales dans le pays, et Médecins sans frontières justement s'est retiré, ce qui fait qu'aujourd'hui en termes d'aide, ils sont un petit peu délaissés, les Haïtiens justement. Est-ce que c'est un pays qui a aucune comparaison dans le monde justement au niveau criminalité? Comment est-ce que on peut aider ce pays justement pour lutter contre ça, et pourquoi est-ce que le gouvernement ne fait rien sur place? Alors, on peut les aider en lançant justement de l'aide humanitaire. Le problème, c'est que l'accès aux ONG aujourd'hui, elle est un petit peu compliquée, puisque justement ces ONG se sont retirées du pays. Quand on dit que le gouvernement ne fait rien, alors le gouvernement nous dit oui, nous on fait. Mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? On se pose quand même un certain nombre de questions, puisque on a une violence qui devient violence institutionnelle, puisque aujourd'hui, malheureusement, on n'arrive pas à les aider. On est sur un blocus total, et ça, c'est absolument pas possible. Et on le disait, le président de la République d'Haïti a été assassiné en juillet 2021. Le Premier ministre haïtien Ariel Henry se maintient au pouvoir depuis l'été dernier. Il a un projet de nouvelle constitution, d'élection, de réforme. On est en pleine crise institutionnelle dans le pays, en plus des gangs, en plus de ce qui se passe. Plusieurs élections qui étaient prévues ont été reportées. C'est un peu confus. Est-ce que la population en paye les frais, et est-ce qu'on n'est pas dans un nouveau régime qui se met en place, et est-ce qu'il ne faut pas en avoir peur? Alors, on est sur une population qui est très craintive aujourd'hui, puisque justement la date du 7 février était une date plus ou moins butoir. J'avais fait un webinaire justement juste avant le 7 février pour qu'on puisse en discuter, et en fait, on est au mois d'avril, il ne s'est absolument rien passé. Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir des élections sachant qu'il y a une forte criminalité, sachant qu'il y a des gangs, sachant qu'il y a de la corruption? Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir une élection et organiser des élections qui soient démocratiques? J'en doute.
En plus, on parle d'élections, on parle de corruption aussi dans ce pays, il me semble. On parle de détournement des fonds du programme Petro-Caraïbes. Donc c'est une alliance, une coopération énergétique entre le Venezuela et les autres pays des Caraïbes. Un audit est réclamé en ce qui concerne les fonds européens, bien sûr. Est-ce qu'il y a un soupçon de détournement de fonds et qu'en est-il aujourd'hui ? Alors on avait demandé un audit justement en commission, justement par rapport à ce détournement de fonds sur Petro-Caraïbes. Il y a eu une élévation des consciences, les gens se sont retrouvés dans la rue, les gens se sont mobilisés, mais l'audit de la Cour des comptes européenne, qui était dans la résolution d'urgence qu'on a signée au mois de mai dernier, on n'a pas eu de nouvelles à ce sujet. Donc c'est quelque chose qu'on va relancer parce que aujourd'hui, il n'y a aucun contrôle, on n'a aucune transparence en ce qui concerne l'allocation des fonds européens. Et on peut rappeler qu'il y a un an, en mai 2021, une résolution sur la situation en Haïti a été signée au Parlement européen. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les points principaux déjà de cette résolution ? Alors, cette résolution, donc, elle a été signée en mai 2021. On a eu un débat en plénière. On avait demandé à l'Union européenne, justement, de prendre ses distances avec Jovenel Moïse, puisqu'on était en mai, il a été assassiné au mois de juillet. On avait demandé aussi à la communauté internationale d'aider le peuple haïtien pour renforcer un système judiciaire qui soit indépendant et vigoureux, pour qu'on arrête un petit peu d'avoir ces viols en toute impunité, etc. Et puis on a demandé un soutien aussi à une transition démocratique qui soit ouverte, inclusive, pour faire en sorte d'avoir des élections démocratiques. On en est encore loin aujourd'hui. Suite à cette résolution, malheureusement il ne s'est pas passé grand-chose. Moi, j'ai relancé avec un webinaire. Malheureusement. Est-ce qu'en plus d'accorder son soutien et de dire qu'on est présent, au lieu de simplement dire qu'on est présent, qu'est-ce que peut faire l'Europe physiquement sur le terrain ? Parce que finalement, accorder de l'argent ou accorder des aides, c'est quelque chose qui est facile à dire. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le terrain ? Sur le terrain, on peut justement reprendre de l'aide humanitaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a toujours ce problème d'accès et ce chaos au niveau des gangs. Donc, à part mettre une pression justement sur la Commission européenne pour avancer dans le sens à aider les Haïtiens et revenir sur le sujet, reprendre cette résolution d'urgence qu'on a signée en mai pour remettre cette pression. Aujourd'hui, Vous pensez qu'il y a un manque de considération au niveau international de la situation en Haïti ? Tout à fait. Oui, il y a un manque total de considération. Et lors de ce webinaire, le dialogue a été un petit peu rompu entre la société civile et les instances européennes. Donc, on a vraiment un gros problème au niveau d'ouverture. C'est pour ça qu'il faut continuer à mettre une pression sur les institutions européennes pour Haïti, justement, et faire en sorte que cette résolution, elle soit mise en application. Merci beaucoup, Caroline Roos, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes eurodéputée, membre du groupe Les Verts, Alliance Libre Européenne. Merci à vous. Zone Europe chez nos voisins. Et chez nos voisins, ça se passe comment ? C'est notre rubrique, en partenariat avec HEJ, l'Institut des hautes études de journalisme de Montpellier. Cette semaine, la GPA, avec Shakti Garès. La gestation pour autrui, cette pratique médicale qui permet d'avoir des enfants par mère porteuse, est un sujet encore tabou en France, alors que bien d'autres pays, comme le Royaume-Uni, l'Argentine, l'Australie ou encore les États-Unis, ont autorisé la pratique de la GPA. La France interdit ce dispositif principalement pour des raisons d'éthique. Alors, la GPA consiste à transplanter un embryon dont les parents biologiques sont dans l'incapacité de fournir les gamètes nécessaires à la procréation. Suite à un don d'ovocytes et ou de sperme, les embryons sont transplantés dans l'utérus d'une autre femme, habituellement appelée mère gestatrice ou tout simplement mère porteuse. Cette pratique médicale concerne principalement les personnes infertiles ou les couples homosexuels qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas avoir recours à l'adoption. Mais alors, pourquoi cette pratique pose des problèmes d'éthique ? En France, la GPA est interdite au nom du principe de non-marchandisation du corps humain. Un principe selon lequel le corps humain ne serait pas considéré comme une chose pouvant faire l'objet d'un contrat ou d'une convention.
Car ce qui est considéré comme l'un des gros soucis de la GPA, c'est le statut de la mère porteuse. Ces femmes se font souvent rémunérer en échange de leur grossesse. On parle alors de GPA commerciale, comme on en trouve souvent aux États-Unis, ou alors de GPA altruiste, où souvent c'est une membre ou une proche de la famille qui va porter l'embryon gratuitement, comme c'est le cas dans plusieurs pays européens, comme la Belgique ou encore le Danemark. Le fait pour une femme de porter l'embryon d'une autre contre rémunération ou non est interdite dans notre pays depuis 1994, après avoir été tolérée pendant un temps. L'Assemblée nationale en est à sa 3e lecture du projet de loi bioéthique qui déterminera si la GPA sera légalisée en France sous contrôle strict. Et concernant les Français, 66% des couples homosexuels sont favorables à la GPA, ainsi que 53% des couples hétérosexuels. Une première en France, c'est la première fois que plus de la moitié des couples hétérosexuels sont d'accord avec la GPA. Zone Europe Voyage. On en vient maintenant à notre rubrique Voyager dans l'assiette. Cette semaine, le chef pâtissier Nicolas Paciello de 5 Sens Paris nous dévoile sa recette de la tarte tatin. Salut tout le monde, moi je m'appelle Nicolas Paciello, je suis chef pâtissier de 5 Sens Paris, une maison que j'ai cofondée avec William Asselin depuis maintenant 1 an et 3 mois. Et aujourd'hui on va réaliser une tarte tatin. Cette tarte tatin elle est un peu spéciale parce que c'est une recette que j'ai faite pour le concours des meilleurs ouvriers de France en 2018. Alors pour réaliser la pâte sucrée, on aura besoin de farine, de sucre glace, de poudre d'amande, de beurre, du sel et un œuf. À température ambiante, c'est beaucoup mieux parce qu'après, s'il sort du frigo, il est froid, ça va faire durcir la pâte. Pour réaliser la crème pâtissière, on aura besoin de la crème, un peu de beurre, du sucre, de la vanille, des bonnes gousses de vanille fraîche, une feuille de gélatine, des jaunes et pour le coup de la fécule de pomme de terre. Et pour finir, on va réaliser un caramel, donc on aura besoin de sucre, d'eau, on va aromatiser ça avec un peu de fève de tonka, une pointe de fleur de sel et puis les pommes. Forcément sans pommes, on ne peut pas faire de tarte tatin. Et bien on va commencer. Du coup, pour réaliser la pâte sucrée, on va mettre dans un bol la farine. On va prendre le beurre, alors pas forcément pommade, moi je l'ai sorti du frigo, donc les dés sont assez durs et ça va permettre de bien sabler la pâte. Donc là on va vraiment voir le mélange du beurre froid qui se sable avec la farine. C'est pour ça que c'est important de ne pas avoir un beurre trop chaud. Après il va être fondu, ce sera mou, ça va plus faire un mélange crémeux. Là on va rester sur quelque chose d'assez solide. Alors on sait que c'est bon quand tous les morceaux de beurre sont à peu près à la même... sont à peu près homogènes en termes de taille en fait. Parce qu'au début il y a des gros morceaux et tout va on va voir, ça va vraiment donner cette espèce d'aspect vraiment sableux. Voilà, on voit bien que ça devient comme de la poudre. En fait le beurre s'est bien mélangé à la farine mais n'est pas fondu. Donc à ce moment-là, on va pouvoir rajouter le sucre glace et la poudre d'amande. Hop, on laisse mélanger le tout et puis on va rajouter l'œuf à température ambiante et le sel. Tout l'ensemble commence à se mélanger et l'œuf, donc le gras, le beurre, la farine et ça fait plus qu'une pâte. Elle est bien mélangée, il n'y a pas de morceaux dedans. Et ça, je vais finir sur la table. Donc là, hop, je mets un tout petit peu de farine sur ma table. Hop, je vais sortir, on peut voir qu'elle se travaille déjà très bien. Donc là, voilà, je finis à la main. Voilà, donc là, on voit vraiment une belle pâte bien homogène. Voilà, une fois qu'on a récupéré, une fois qu'on a une pâte homogène, on va la mettre au frigo pendant 30 minutes. Voilà, donc là maintenant je détaille cette pâte sucrée qu'on a un peu étalée à entre 3 et 5 mm. On va la détailler avec un cercle qui est un tout petit peu plus grand que notre moule. On voit, tout dépend de la taille de votre moule, mais il y a toujours un bon centimètre ou 2 cm au-dessus. Voilà, ensuite on va foncer le fond de tarte. Donc ça veut dire qu'on va appliquer la pâte à l'intérieur. Donc là, l'idée c'est de vraiment ramener la pâte dans l'angle du fond de tarte, en essayant de garder la même épaisseur partout, voilà, et une belle régularité. Et après, une fois qu'on est bien au fond, on l'étale bien contre les parois. Voilà, je passe plusieurs fois pour vraiment avoir une régularité, une très bonne régularité partout. On vient mettre un coup de lame sur les bords pour vraiment avoir une finition très nette. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment s'apercevoir que l'épaisseur elle est vraiment très nette. On va juste la piquer un tout petit peu au milieu, faire un trou. Au lieu d'en faire plusieurs, on n'en fait qu'un, histoire que l'air puisse sortir et que ça ne fasse pas des
des cloques sur la pâte. Et on va l'enfourner à 170 degrés pendant à peu près 25-30 minutes. Au bout d'à peu près une demi-heure, on a un fond de tarte qui est bien doré, bien cuit. On va le sortir, on va laisser refroidir et on va le démouler. Alors ensuite, on va passer sur la crème pâtissière. Pour faire une bonne crème pâtissière, il faut de la crème, des gousses de vanille fraîche, une feuille de gélatine que j'ai fait tremper dans l'eau froide, de la fécule de pomme de terre ou de la maïzena, du beurre, des jaunes et du sucre. Donc on va commencer par faire chauffer doucement la crème. Je vais couper mes vanilles en deux. On va vraiment se mettre au milieu. On va bien la couper en deux pour la séparer. Et ensuite, on va venir gratter l'intérieur. Hop. Voilà. On va les mettre dans la crème. Mais je vais aussi rajouter la gousse. Voilà. On va porter la crème à ébullition et on va laisser infuser pendant 20 minutes hors du feu. Dans un récipient, on va mettre la fécule, le sucre, on va venir mélanger et on va ajouter dedans le jaune. Je vais verser un tout petit peu de crème sur mon premier mélange, histoire de le délayer un tout petit peu. Et maintenant, on va passer entièrement dans la casserole. Quand on verse ce mélange, comme ça contient des œufs, ça va cuire assez rapidement. Voilà, et maintenant on remet sur la plaque à induction. Et comme il y a la fécule dedans, les œufs, ça va cuire et ça va épaissir. Et on va voir le changement assez radical de la crème. Très rapidement, on a vu, elle se transforme en cette crème assez épaisse. Qu'il ne faut surtout pas laisser en place, sinon ça va brûler dans le fond de la casserole. Voilà, l'idée c'est une fois qu'on est à ce point-là, c'est de la faire cuire 1 minute, pas plus, pour vraiment qu'elle soit parfaitement cuite. On va essorer la feuille de gélatine qui a trempé pendant à peu près 20 minutes dans l'eau bien froide. Et on va la mettre directement dans la crème. Et je vais en même temps rajouter mon beurre. Et on va arrêter la cuisson de la crème comme ça. On va mélanger. Voilà, on va la débarrasser dans un bol et la faire refroidir assez rapidement au frigo. Et on peut voir qu'on a déjà une crème pâtissière, une bonne crème pâtissière, bien vanillée. Voilà, maintenant on va attaquer le caramel et la cuisson de la pomme. Donc là on a besoin simplement de sucre, d'eau, une pincée de fleur de sel, la fève de tonka et des pommes. Donc pour commencer, on va réaliser un caramel à sec. Pour commencer un caramel à sec, à la maison, on va prendre du coup sa casserole et on va verser un fond de sucre dans la casserole. Vraiment pour pouvoir toujours avoir le contrôle du moment où il va commencer à caraméliser. Si on verserait toute la quantité de sucre dans la casserole, on ne verrait pas le fond et souvent c'est comme ça qu'on brûle un caramel. On a là le caramel qui est bien cuit. On voit il commence à mousser un peu, on le pousse assez fort quand même. Il y a une belle couleur bien caramel. On a de l'eau bouillante et on va déglacer le caramel avec cette eau. Dans la casserole, il fait noir. Et voilà, on a un petit caramel qui est quand même assez liquide. Donc maintenant, on va éplucher nos pommes. On va découper la pomme en dés, en petits dés d'à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Alors ensuite, on va mettre nos pommes dans moi j'ai un bac en inox, mais on peut très bien mettre un Pyrex en verre sur lequel on peut mettre un couvercle. On vient mettre les pommes à l'intérieur. Dessus, je vais parsemer de fleurs de sel. Voilà, une fois qu'on a nos pommes dans le bac, on va verser le caramel qu'on a réalisé juste avant, quasiment à hauteur des pommes. Pour finir, pour l'assaisonner, on va râper cette fameuse fève de tonka. On va couvrir ça, et ça, on va le mettre au four à peu près à 140 degrés pendant 1 heure, mais de temps en temps, il faudra regarder la cuisson des pommes. Elles vont cuire, elles vont confire en fait, elles vont absorber tout le caramel qui est à l'intérieur et elles vont prendre une couleur vraiment très foncée. Alors là, on a tout qui est prêt, notre crème qui a refroidi, on a les pommes qu'on peut voir, elles sont bien confites, bien translucides, on les a laissées refroidir. On a récupéré un jus, ce que j'appelle le jus de cuisson des pommes, donc ce caramel vraiment qu'on a récupéré après les avoir cuites. On a les fonds de tarte. Alors je vais mettre au fond de la tarte un peu de crème pâtissière, je vais venir prendre mes pommes et on va venir garnir
garnir le fond de tarte. Donc voilà, j'essaie de ne pas abîmer mes cubes pour que ça fasse très joli et pas compoté. On va garder ces morceaux très gourmands. Ensuite, pour finir, on prend du nappage neutre et on va le mélanger avec ce jus de cuisson. Donc ce caramel qui a pris le goût de pomme et de fèves de tonka. Et après, délicatement, avec un pinceau, on va venir napper les pommes pour apporter un peu de brillance. Et pour finir, à l'aide d'une petite poche, si on en a, on prend cette crème qu'on a mis en dessous. Ça va apporter cette petite couche de gourmandise et on va venir mettre des petits points. Voilà, donc au bout d'une petite pâte sucrée, une crème et ces pommes bien caramélisées, bien cuites dans leur caramel, on obtient une petite tarte avec un fond bien croustillant. Donc ce que je vous disais un peu au début, la particularité de cette tatin, c'est d'avoir les pommes cuites aussi dans un caramel, mais d'être sur une pâte sucrée bien croustillante et avec cette gourmandise en dessous de crème pâtissière. Donc tout ce qu'il faut pour passer un super dessert. Zone Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Strasbourg. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et aussi sur TV78. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée. Zone Europe sur Sensation. Zone Europe.